Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Grégoire Bignet, auteur d'une trilogie sur l'architecture. Le cœur de votre sujet, Grégoire Bignet, est la transformation écologique. C'est évidemment un thème qui nous intéresse beaucoup au sein du courant pour une écologie humaine. Merci donc d'être avec nous aujourd'hui pour nous permettre de découvrir avec vous ce thème passionnant. Alors peut-être pouvons-nous commencer par quelques mots sur votre parcours professionnel. Alors, je suis Grégoire Bignet, je suis architecte, je suis également enseignant et essayiste, puisque j'ai écrit 3 ouvrages qui sont en fait mes cours. L'un qui est dédié à l'écologie et l'architecture, le deuxième à l'économie et l'architecture, et enfin le troisième que je viens de faire publier, l'énergie et l'architecture, tous 3 publiés aux éditions Erol, et qui traitent, comme je pense les titres l'indiquent, de la question de la transformation écologique du point de vue architectural. Dans cet entretien, Grégoire Bignet, nous allons donc parler du premier bouquin de votre trilogie, lequel, comme vous l'avez souligné, s'intitule « Architecture et écologie ». Pouvez-vous nous dire quelle est l'étincelle qui vous a donné envie d'écrire un livre sur ce sujet-là ? L'idée d'écrire ces livres, en fait, est en continuité de la raison pour laquelle je suis devenu architecte, c'est-à-dire l'origine de ma vocation. Et on peut bien le dire, c'est vraiment des questions d'écologie qui m'y ont poussé, des questions de rapport à la nature, toute la question de la place de l'homme au sein d'un environnement. Ma vocation était d'essayer de pallier finalement les effets délétères de cette présence et de rechercher quelles pouvaient être des règles d'une cohabitation apaisée, davantage apaisée entre la nature et l'homme. Alors, que mettez-vous derrière cette notion d'harmonie homme-nature précisément, Grégoire Bignet ? Ce rapport entre l'homme et la nature, cette harmonie, en fait, je pense qu'on pourrait non pas forcément la qualifier, mais lui donner déjà une appellation qui pourrait parler à tous, qui est une troisième nature. C'est une expression que j'ai lue sous la plume d'une anthropologue américaine bien connue, qui s'appelle Anna Singh, qui est tout à fait passionnante, qui a écrit, je dis au passage, un livre extraordinaire qui s'appelle « Le champignon de la fin du monde ». Alors pourquoi troisième nature ? Il est usuel de parler de première nature quand on parle ou nature primaire, quand on parle de la biosphère en absence de toute présence humaine. Puis les architectes savent bien que la seconde nature est une expression qui nous vient de Léon Battista Alberti, qui était un théoricien de la Renaissance du Quattrocento, un théoricien italien, qui parlait de la seconde nature, qui était en fait la ville, une construction, un pur artefact, une construction ex nihilo, hors sol, et finalement qui ne se retrouvait pas dans les conceptions, les premières conceptions de la Renaissance. La troisième nature, finalement, devient une nécessité pour retrouver un mariage heureux entre la première et la deuxième nature. Voilà comment je pourrais qualifier cette recherche d'harmonie entre l'homme et l'environnement aujourd'hui au XXIe siècle. Cette harmonie, elle me semble absolument nécessaire au début du XXIe siècle parce que, à chaque époque, les architectes ont tenté, au travers de l'architecture, de faire face au monde, à leur monde. Et le nôtre a singulièrement changé, et je voudrais simplement en donner quelques exemples qui parlent à tous, à savoir donc des grands enjeux comme les enjeux écologiques, ça paraît une évidence que les architectes sont concernés par cet enjeu-là, l'accès aux ressources naturelles, mais aussi la santé, on le voit avec la Covid, et le lien qu'il peut y avoir avec l'environnement et éventuellement les effets de la pandémie. On peut citer la question énergétique, qui est extrêmement importante aussi. Il me paraît difficile de continuer sur une exploitation exponentielle de l'énergie, finalement, quelle que soit l'énergie. Et puis d'autres questions comme le numérique, l'intelligence artificielle, qui sont aussi interpellées, pas seulement au niveau de la conception, mais de l'utilisation de la ville. On parle beaucoup de smart city, vous savez, cette ville intelligente ou soi-disant intelligente. Eh bien, la question, c'est de savoir comment nous allons vivre dans cette troisième nature, finalement, ou en tout cas vivre le plus heureusement possible dans ce contexte-là. C'est la raison pour laquelle cette recherche d'harmonie me paraît tout à fait essentielle et le fondement, je pense, de l'architecture du XXIe siècle.
Ce premier livre de votre trilogie sur l'architecture est intitulé « Architecture et écologie, comment partager le monde habité ». Alors, avez-vous effectivement réussi à apporter des réponses à cette excellente question, Grégoire Bignet ? C'est une des questions qui est posée par cette recherche d'harmonie entre l'homme et la nature. C'est une question de partage, d'équité. Le partage avec... alors la nature, évidemment, il faudrait définir ce que c'est, mais disons, si on le prend dans son acception scientifique, c'est-à-dire le monde vivant, la biosphère, c'est comment l'espèce humaine va pouvoir continuer à habiter une planète de manière à ne pas ne l'être au détriment des autres espèces, mais aussi des autres essences, enfin du monde vivant en règle générale. Tenter de répondre à cette question en amène d'autres. Sur les cycles de la nature et la cohabitation entre un objet a priori inerte qu'est l'architecture et puis ces cycles-là, donc une espèce d'opposition de rythme, et puis beaucoup d'autres questions liées à la biodiversité, à l'éthique, à l'équité, comme j'ai pu le mentionner. Alors selon vous, Grégoire Bignet, quel est le rôle de l'architecture dans l'apport de solutions face à cette crise écologique? Comment participe-t-elle à préserver notre maison commune? Alors, la part, j'allais dire, de responsabilité que les architectes ont dans pour faire face à cet enjeu écologique est très importante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, environ la moitié de l'humanité vit en ville. On dit qu'en 2050, ce chiffre sera porté aux 3/4. Et donc, on voit bien que cette troisième nature dont j'ai parlé tout à l'heure, elle est à certains endroits très majoritairement définie par les constructions de l'architecte. Donc pour un architecte, il est extrêmement important de s'emparer de cette question. L'idée de mon livre Architecture et écologie, c'est de répondre à une question que me posent souvent mes étudiants et de manière un petit peu peut-être pas angoissés, mais disons, ils attendent une réponse, c'est comment faire en tant qu'architecte, futur architecte, pour ne pas aggraver inexorablement une situation, à chaque coup de crayon, en quelque sorte. C'est-à-dire, finalement, ai-je la capacité même à améliorer la situation dégradée du rapport entre l'homme et la nature? Et cette question, qui est très simple, m'a très fortement interpellé et a nécessité la rédaction de cet ouvrage, et aussi qui est un ouvrage qui forme un cours de 10 leçons magistrales de 2 heures, a nécessité de réfléchir l'esquisse d'un monde un peu différent de celui qu'on connaît, qui permettrait justement d'avoir un rapport davantage équilibré entre l'homme et la nature. C'est pourquoi j'ai, comme un architecte, finalement, avec des dessins, des croquis, mais aussi du texte, essayé de livrer cette esquisse. Et cette esquisse, elle est, on peut dire, elle est d'acter d'abord un certain nombre de réalités écologiques. Donc il y a une partie de diagnostic, mais bon, maintenant je pense qu'on connaît bien. Et face à ces diagnostics, quels sont les outils dans une deuxième partie de l'ouvrage, que l'architecte peut utiliser pour faire face à ce diagnostic. Par exemple, l'analyse de cycle de vie, qui consiste à considérer un bâtiment non pas comme un objet inerte que vous livrez juste le jour de son inauguration, mais un bâtiment qui va vieillir et qui va finalement vivre son propre destin jusqu'à un éventuel démantèlement pour reconstruire un autre bâtiment. Et donc, on se retrouve dans une situation que la nature connaît bien, c'est celle des cycles. Voilà, donc ça c'est typiquement un outil de pensée qui permet d'affronter cette question écologique. Et finalement, une troisième partie de ce livre consiste à imaginer que selon 3 échelles, l'architecte pourrait penser ce monde-là un peu différemment. Je m'explique. On peut imaginer une grande échelle, l'échelle par exemple continentale, l'échelle européenne par exemple, et dire que à cette échelle-là pourrait s'appliquer une gouvernance fondée sur un collège d'experts, type GIEC par exemple, à condition qu'il soit contrôlé démocratiquement. Puis une échelle en deçà, l'échelle de la métropole, où là, le politique pourrait jouer un rôle particulièrement actif, à condition que les architectes leur apportent des solutions, pour que ces solutions soient débattues
et choisie par les citoyens. Et enfin, la micro-échelle, celle dans laquelle nous habitons, où là, au contraire, c'est plutôt une gouvernance qui serait emmenée par les citoyens, qui serait libre de davantage s'organiser, donc avec moins de normes, une pensée moins normative, mais au contraire davantage de liberté. On aurait peut-être pu éviter le phénomène des gilets jaunes de cette manière-là. Avec ces trois échelles-là et ces types de gouvernance doivent pouvoir s'articuler correctement, à ce moment-là, l'architecte a un vrai rôle à jouer en fonction de l'échelle dans laquelle ces projets interviennent. Pouvez-vous nous dire, Grégoire Bignet, quel est l'état d'esprit des architectes aujourd'hui? Sont-ils déjà tous convaincus de l'importance de leur rôle pour affronter cette crise écologique? Si j'ai présenté cette politique finalement d'aménagement du territoire, une politique différente de l'aménagement du territoire sur des principes différents, c'est parce qu'aujourd'hui, les architectes sont, comme beaucoup de gens, un petit peu perdus face à la complexité de ces questions et finalement sont plus devenus des prestataires de services plutôt que vraiment des maîtres d'œuvre qui pensent le monde et qui en offrent une restitution un peu transcendante, un peu, comment dirais-je, qui tire vers le haut, en quelque sorte. Ce que on voit par exemple sur Internet, quand on parle d'architecture, quand on tape architecture, en fait, on voit beaucoup de design, on voit beaucoup de choses spectaculaires, mais on sent bien derrière que ces choses spectaculaires, la solution n'est pas là, que ce sont des œuvres dites majeures dans un monde mondialisé, linéaire, c'est-à-dire on puise dans la nature, on construit, et puis ce qui se passe après, c'est le problème des générations suivantes. D'autres périodes historiques ont montré que les architectes et les théoriciens de l'architecture ont su affronter des enjeux qui étaient très différents. Voilà. Et l'idée de ce livre, c'est de donner finalement une espérance aux étudiants en architecture en leur disant vous pouvez avoir un rôle tout à fait majeur et vous avez une responsabilité tout à fait majeure dans la construction de ces alternatives, autant que les ingénieurs que vous pouvez voir fréquemment sur Internet, quand on les interviewe, ou les hommes politiques, bien entendu, ou les scientifiques comme le GIEC, mais vous avez cette part de responsabilité, mais aussi cette tâche exaltante de construire le monde de nos enfants et de nos petits-enfants. Alors, mis à part cette question du cycle de vie d'un bâtiment que vous évoquiez, Grégoire Bignet, y a-t-il d'autres outils concrets dont les architectes peuvent se saisir pour favoriser l'harmonie de ce rapport homme-nature? Il y a beaucoup d'autres, effectivement, questions et outils qui se présentent à l'architecte. Par exemple, la question de la biodiversité. La question de la biodiversité, finalement, ce n'est pas seulement une question réservée aux naturalistes, aux botanistes, aux scientifiques, mais c'est aussi une question qui se pose aux architectes. Pourquoi? Parce que si on dit que l'architecture est un objet de culture, eh bien, le rapport entre l'homme et la biodiversité, par exemple, pour donner un exemple simple, entre l'homme et l'animal, est bien un rapport éminemment culturel. L'anthropologue français Philippe Descola a montré dans son livre Par-delà la nature et la culture différents rapports entre le rapport qu'a un occidental à l'animal ou à la nature, plus généralement, mais les cultures animistes ou les cultures qu'il a appelées totémistes ou analogistes, par exemple l'analogisme de la civilisation chinoise, ont bien montré que ces rapports étaient d'abord des rapports mentaux et ainsi la production des architectes devrait légitimement finalement être assez différente qu'on la produise à New York ou au fin fond de Bornéo. Or, finalement, on assiste aujourd'hui à une sorte d'homogénéisation des réponses architecturales, de design, de bâtiments plus ou moins intelligents d'un point de vue écologique. Or, cette approche écologique, elle est d'abord, il me semble, d'abord culturelle en fonction des cultures dans lesquelles on peut se trouver. C'est important de dire ça parce que sinon, ça peut donner lieu à de gros contresens maintenant que les architectes de toute nation travaillent dans d'autres cultures que les leurs avec la mondialisation. Grégoire Bignet, pouvez-vous nous donner des exemples de réalisations architecturales qui existent déjà et qui pourraient être des sources d'inspiration pour lutter contre la crise écologique? Si finalement on voulait donner des exemples
de cette approche écologique, qui ne soient pas des exemples uniquement de toitures engazonnées ou de panneaux solaires, mais vraiment une architecture au sens la plus noble du terme, dans ses rapports avec la question environnementale. Le premier exemple qui me vient en tête est l'université de Dhaka au Bangladesh, qui a été dessinée dans les années 60 par un architecte qui s'appelle Louis Kahn. C'est un bâtiment extraordinaire parce que c'est un bâtiment extrêmement important pour le Bangladesh. C'était un peu le bâtiment phare de la naissance de cette nouvelle nation et qui a été fait entièrement en briques. Normalement, dans les années 60, ce bâtiment aurait dû être fait par un architecte qui aurait construit en béton, par exemple Le Corbusier ou une grosse agence américaine, et ça a été fait par un architecte qui n'était pas un grand architecte au sens de la taille de l'agence, mais par le talent. Et en choisissant de construire entièrement son bâtiment de très grande taille en briques, il a tout simplement relancé l'industrie de la brique au Bangladesh, qui était un petit peu en perdition, et a apporté, a relancé finalement, dans un geste de développement durable ou d'économie circulaire, a relancé entièrement cette industrie-là. Donc il a fait deux coups. Il a d'abord fait ce bâtiment magnifique qu'on peut voir, donc l'université de Dhaka à Bangladesh, et en même temps, il l'a inscrit dans une relance économique. Et voilà, c'est que le talent que peut avoir un architecte quand il pense en termes d'écologie ou de développement durable. Plus près de nous, il y a des architectes qui font des choses tout à fait remarquables. Je voudrais citer par exemple Peter Zumthor, qui est un architecte suisse et qui travaille à partir du geste de l'artisan en bois pour faire des bâtiments extrêmement contemporains, mais qui ne peuvent finalement presque être réalisés que par des artisans. Je voudrais citer Francis Diébedo Kéré, qui travaille en Afrique, c'est un architecte africain, et qui finalement fait participer tous les villageois à ces constructions. Et on n'est pas là du tout dans une architecture kitsch, mais une architecture très contemporaine, mais fondée sur des savoirs ancestraux. Donc le passé est convoqué pour construire l'avenir. Ou je voudrais citer aussi, par exemple, Alejandro Aravena, qui est un architecte chilien, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et qui fait participer là aussi les habitants à la définition même du programme de leur logement. Et une partie de ces logements sont, j'allais dire, finis par les habitants eux-mêmes au gré de leur nécessité. Voilà, très éparse, de manière très éparse, plusieurs exemples actuels d'architectes qui sont extrêmement intéressants. On peut vraiment parler là d'architecture et non pas de bâtiments technologiques ou de design par opposition. C'est sans doute le moment de nous donner la définition de ce qu'est l'architecture pour vous, Grégoire Bignet. Quand on parle d'architecture, on se demande de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de bâtiments, remarquables? Est-ce qu'on parle d'espace? De quoi parle-t-on? Finalement, on peut dire que l'architecture, c'est la plus-value du bâtiment. C'est-à-dire que c'est ce qui n'est pas apporté uniquement par la matérialité du bâtiment, mais finalement par son ambition et par, j'allais dire, la définition que ce bâtiment se donne de lui-même. Chaque bâtiment, quand il est dans cette hauteur architecturale, finalement invente ses propres règles, s'inscrit véritablement dans le monde, n'est pas un objet de plus, mais un objet qui change un peu l'histoire et la géographie qui l'entoure. C'est une définition finalement universelle et puis historique de l'architecture qui finalement tient assez bien la route, surtout à une époque comme la nôtre où les enjeux sont autrement plus importants que de savoir si le bâtiment doit être de tel ou tel style ou couleur ou ce genre de choses, qui finalement est un débat un petit peu superficiel par rapport aux enjeux auxquels fait face l'architecture. Avez-vous une idée, Grégoire Bignet, de ce que va être le futur de nos villes? Vous évoquiez tout à l'heure les smart cities. Est-ce que ces villes intelligentes sont notre futur? La question du futur en architecture, c'est une question de prospective. Les architectes sont assez bien armés, puisque quand on produit des plans, finalement, on projette l'habitat du client dans le futur, même si c'est un futur assez proche, en général de quelques années, c'est quand même un acte de projection dans le futur. Donc la question du futur est importante chez l'architecte, et il a une certaine aptitude à se projeter donc, dans l'avenir. Dès lors, on peut se demander comment les architectes voient le futur.
quel type de propositions ils peuvent faire. Très majoritairement, les architectes proposent une architecture qui s'inscrit dans ce qu'on appelle les smart cities. Smart city, ça veut dire ville intelligente. C'est-à-dire en fait une ville qui fonctionnerait en interaction quasiment permanente avec le citoyen, enfin l'habitant. On le voit d'ores et déjà avec l'utilisation des smartphones dans certaines situations. On le voit avec la numérisation des transports, je pense au phénomène Uber. On le voit partout, je pense que les personnes qui nous écoutent le savent bien. Si on extrapole ça, finalement, on va arriver à une ville qui serait finalement sans doute excluante. C'est-à-dire seuls les gens qui sont hyper connectés, habitués au high-tech, pourraient fonctionner. J'allais dire, la ville devrait fonctionner pour tous, pour des gens qui ne savent pas lire, pour des gens âgés, pour des gens handicapés. Et donc, cette question de ville intelligente est, à mon avis, un futur qui n'est pas inintéressant, mais qui, sous peine d'exclusion, est un avenir pas forcément souhaitable. La question est donc, quel autre type de ville on peut imaginer qui n'exclut pas les possibilités qu'offre par exemple le numérique, mais, et comme je l'ai dit, qui puisse convenir à tous. Je crois que cette ville-là, elle doit se fonder sur d'autres rapports de solidarité, d'autres règles qui doivent s'inventer un peu tous les jours, des règles de voisinage, des règles d'échange, des règles de solidarité, comme je l'ai dit. Et c'est cette manière de voir, un peu low-tech en quelque sorte, c'est-à-dire la relation avec son voisin a toujours existé, à mon avis, est aussi apte à, et peut-être même plus, c'est ma conviction, à créer une ville différente et qui soit une ville vivable pour tous. Alors, je voudrais donner un exemple de cette ville low-tech, finalement, un exemple assez concret qui m'est arrivé. J'habite une maison en Île-de-France avec une clôture, et un jour, il y avait un trou dans cette clôture, c'est un grillage, il y avait un trou. Et puis, ma femme m'a demandé de réparer la clôture. Il se trouve que mon fils, qui était en bas âge, avait repéré qu'un hérisson passait par ce trou, et il avait été sans doute fait par lui, pour aller de chez la voisine à chez nous, voilà, pour étendre finalement son espace vital. Or, cette voisine est une dame âgée qui vit seule, qui est ravie que mon fils vienne la voir. Mon fils, lui, est ravi que le hérisson qu'il puisse rencontrer le hérisson, et le hérisson est sans doute heureux de pouvoir disposer d'un espace plus grand. Et donc, finalement, j'ai dit à ma femme, non seulement je crois qu'il ne faut pas réparer ce trou, mais il faut enlever purement et simplement la clôture. Ce que nous avons fait, nous avons enlevé la clôture. Voilà typiquement quelque chose qui est un acte assez simple à faire, qui améliore, je pense, comme je viens de le dire, non seulement les liens entre voisins, mais aussi l'environnement, et qui est un acte architectural. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une clôture ou qu'il n'y ait pas de clôture définit une architecture. Quand vous faites de l'architecture, vous disposez des murs à un endroit, et donc il s'agit bien de limites. Voilà. C'est typiquement un petit exemple, et je pourrais les multiplier à l'infini, de cette manière de penser assez différente d'une architecture high-tech uniquement fondée sur des connexions, des flux numériques. Et quel pourrait donc être le bâti dans cette ville low-tech et solidaire que vous évoquez, Grégoire Bignet ? Oui, je voudrais donner un exemple architectural un petit peu plus concret. C'est un atelier que j'ai animé pour le Centre de la transition écologique auprès d'universitaires de haut niveau. Et je leur ai posé une question assez simple. Si vous vouliez faire construire votre propre maison par un architecte, et que vous rencontriez deux architectes, disons, qui s'affichent en tant qu'écologistes, le premier vous proposerait des solutions high-tech, c'est-à-dire très très technologiques, pour gérer votre maison, optimiser les flux et donc offrir une écologie en quelque sorte économique sur votre propre budget. Et puis au contraire, un autre architecte qui serait lui beaucoup plus low-tech et qui dirait non, au contraire, il faut bâtir la maison sur des techniques éprouvées, par exemple d'utiliser le bois ou ce genre de techniques très, très anciennes. À quel architecte confieriez-vous
la conception de votre maison. C'est une question qui moi, m'est posée maintenant tous les jours par mes clients et auquel il est intéressant de tenter d'y répondre en tant qu'architecte. Il va être temps de conclure cet entretien. Grégoire Vignier, merci beaucoup. Mais une dernière question, pouvez-vous nous dire à qui s'adresse votre livre? Est-ce qu'un néophyte en architecture peut s'y plonger sans s'y perdre? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce livre est un cours, donc il s'adresse principalement à des étudiants en architecture. Et donc, j'ai voulu que ce livre puisse être lu par des étudiants de toute discipline. J'ai voulu aussi que les gens qui se posent des questions d'architecture, je ne sais pas, quelqu'un qui voudrait faire construire sa maison, ou tout simplement quelqu'un qui s'intéresse à l'architecture, et je pense que les Français sont nombreux à s'intéresser à cette question-là, puissent également le lire. Mon livre s'adresse à, non pas, ça n'est pas un guide, ça n'est pas une recension d'architecture censément écologique, ça, il en existe de nombreux. Par exemple, si vous vouliez construire une maison en bois ou en chanvre, vous pouvez trouver des ouvrages à ce sujet. Non, c'est un livre qui essaye d'esquisser, de construire une pensée différemment, de reconstruire une pensée différente pour essayer d'entrevoir un monde bien différent de celui dans lequel on est, mais pourtant avec les mêmes constituants en quelque sorte. Dans cet ouvrage, j'ai cru l'écrire pour mes étudiants en architecture, parce que je suis enseignant. J'espère que ça leur est utile de quelque manière que ce soit. Mais finalement, c'est plutôt pour moi, en tant que praticien, que je l'ai écrit. C'est-à-dire que, est-ce que l'architecture que j'ai faite quand j'étais plus jeune est différente de l'architecture que maintenant je produis, ce qui validerait en quelque sorte cette esquisse dont j'ai parlé tout à l'heure. Je pense que oui. Je pense que c'est encore un peu tôt pour que cette architecture se mette en place, mais des nombreux exemples existent de par le monde qui laissent espérer effectivement des pistes nouvelles, des solutions nouvelles et donc des architectures nouvelles. Merci Grégoire Vignier de nous avoir présenté le premier livre de votre trilogie sur l'architecture. Premier livre qui s'intitule, je le rappelle, Architecture et écologie, comment partager le monde habité. Livre qui est paru aux éditions Erol. Donc c'est la fin de ce podcast, mais c'est pour mieux se retrouver parce que nous vous proposerons très bientôt un nouvel entretien sur le second livre de cette trilogie, cette fois, qui apporte une lumière sur l'économie. À très bientôt donc Grégoire Vignier et vous tous qui nous écoutez.